Célébrons la Pâque sur LMTV. Célébrons la Pâque sur LMTV. Peut-on parler d'un accord de paix sans poignée de main ni regard entre les belligérants? C'était ce jeudi à Washington, Paul Kagame et Félix Tshisekedi s'ignorent ostensiblement autour de Donald Trump. Bien sûr, les réactions à cette signature historique, comme veulent la vendre les États-Unis, sont contrastées. En RDC d'abord, le président du Sénat congolais attend la suite. Nous espérons les engagements de toutes les parties prenantes, surtout par rapport aux attentes de ces populations, qui n'ont été que trop meurtries. Côté société civile, cet accord a clairement peu de valeur. Comment on peut être en train de signer d'un côté et alimenter la guerre de l'autre côté? Ça veut dire que nous restons pessimistes. Il n'y a que la force qui peut amener à contraindre le Rwanda à reculer. Au Rwanda, pourtant, le ministre des Affaires étrangères ne parle déjà plus de guerre. Il a pris la plume sur son compte X et souligne l'importance des accords économiques, factuels et positifs. Il dit que l'accord d'intégration économique régionale va créer des opportunités économiques pour la RDC et pour le Rwanda, avec des investissements conjoints dans l'énergie, les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement en minéraux et autres comme la gestion des parcs nationaux, le tourisme et la santé publique. Sur le terrain, au Burundi, près du front de l'Est, l'effervescence des dernières heures avec la reprise des combats dans le sud Kivu n'augure rien de bon. Ici, c'est Gatumba, le poste frontière burundais, à quelques centaines de mètres du centre-ville d'Uvira. Là où passaient, en temps de paix, de nombreuses marchandises d'un pays à l'autre. La paix, ils ne demandent qu'à la voir réellement. Malheureusement, il y a encore des bombes qui crépitent ici à côté, il y a encore des morts, il y a des enfants sans abri. Nous aurions souhaité que le bas peuple, le petit citoyen, le voit, le palpe du doigt sur terrain, qui est la paix, qui est une circulation libre. À 60 km plus au nord, dans le sud Kivu, les combats se poursuivent depuis plusieurs jours entre les FARDC et ses supplétifs et le M23. Les habitants ont encore vécu les bombes et les tirs d'armes lourdes ici à Kamanyola. Les rues sont quasi désertes et la cité porte les stigmates des obus tombés ce jeudi. C'est une bombe qui a causé ces dégâts. Elle est tombée juste ici, c'était une maison, mais la bombe a tout détruit. Là, il y avait 2 enfants et leur maman. Tous ont été découpés par l'impact. Ce vendredi, on les a enterrés. Plusieurs centaines de Congolais ont par ailleurs franchi la frontière vers le Rwanda tout proche ces derniers jours. Quand Rose pense à sa sœur, les derniers souvenirs se bousculent dans sa tête. C'est elle qui s'occupait de moi. Ça me fait mal de repenser à tout ce qu'elle faisait pour moi. Des moments de bonheur confisqués. C'était en mars 2012. Agnès Vangiroux a 21 ans. Elle vient de donner naissance à une petite fille. Quand 4 mois plus tard, elle disparaît d'un hôtel à Nanyuki, une ville située non loin d'une base de l'armée britannique. 2 mois après, le corps de sa sœur est retrouvé dans la fosse septique de ce même établissement. Rose se souvient du moment où elle a appris la nouvelle. J'ai rencontré ces femmes qui sont venues me voir. Elles pleuraient et gémissaient. J'ai commencé à pleurer en les entendant dire qu'ils l'avaient tuée. L'homme soupçonné du meurtre d'Agnès est un ancien soldat britannique. Il faisait partie de l'unité Batuk, stationnée au Kenya. Voici certains de ses membres filmés en 2018 lors d'une visite du prince William. Des officiers à la sombre réputation. Viol, agression, abandon d'enfants conçus avec des femmes kenyanes, mais aussi blessures et décès causés par la mauvaise gestion de munitions non explosées. Ces actes, pour lesquels les victimes réclament justice depuis des années, sont listés dans un rapport parlementaire rendu public cette semaine. Des députés kenyans accusent les autorités locales d'avoir négligé les affaires signalées.
Ce rapport est fondamental, car de nombreuses victimes des activités britanniques n'ont eu aucun recours. Le présent rapport, ainsi que ses recommandations, offrent une voie de réparation. Via un porte-parole de son ambassade, le Royaume-Uni se dit disposé à enquêter sur les personnes relevant de sa compétence dès que des preuves seront fournies. Un mois avant la sortie du rapport, l'homme suspecté du meurtre d'Agnès a été arrêté à Londres. Les autorités britanniques refusent son extradition. En Borin, c'est l'habitude. Pour travailler, les femmes se retrouvent dans une cour, à l'ombre d'un manguier. Et dans ce village du nord-ouest du Sénégal, le travail est tout trouvé, la fabrication de paniers artisanaux. Une tradition des villages Wolof qui se passe de mère en fille. Je fais ce travail depuis que je suis née. Mes grands-parents et mes parents aussi exerçaient ce métier. Ma mère m'a très tôt initiée à la fabrication des paniers et même quand je suis venue ici, chez mon mari, j'ai continué à le faire et à les vendre au niveau du marché de Ngaï. Les paniers sénégalais sont faits de roseaux, liés de fils de plastique colorés qui permettent de composer des décorations. Mais les matières premières sont chères et le prix de vente des paniers très faible pour les villageoises qui travaillent dur. Une injustice quand ceux-ci peuvent se vendre des centaines d'euros dans des boutiques de décoration à l'étranger. C'est ceux qui viennent acheter en gros les paniers qui en profitent beaucoup plus que nous. Et c'est ça que nous déplorons. Ils nous les prennent à un prix dérisoire qui ne nous permet même pas de couvrir nos coûts. Nous travaillons à perte. Kadi et les autres souhaiteraient plus d'aide des autorités pour défendre cet artisanat et aider les femmes à vivre de ce travail. D'autant que sur les marchés internationaux, les paniers sénégalais doivent affronter la concurrence de copies faites en Asie du Sud-Est, particulièrement au Vietnam. En attendant une intervention des pouvoirs publics, les tresseuses se sont trouvées une alliée, Fatima Job. Cette architecte sénégalo-gambienne a ouvert une boutique à Dakar dénommée Imadi et trouve des acheteurs jusqu'à l'étranger. Et surtout pour les villageoises, elle a mis en place une grille salariale plus équitable. Elle interdit le travail des enfants et finance des écoles. J'aimerais que le Sénégal bénéficie de ce dont le Ghana a récemment bénéficié pour le tissu Kente. À savoir que si ce n'est pas originaire du Ghana, on ne peut pas l'appeler Kente. Si ce n'est pas originaire du Sénégal, on ne peut pas l'appeler panier sénégalais. Si ce n'est pas du champagne de Champagne, on ne peut pas l'appeler champagne. J'aimerais avoir une appellation contrôlée afin que les paniers sénégalais soient bien originaires du Sénégal. Fatima Job donne même un tour moderne à cet héritage en dessinant des créations originales, souvent de couleurs sobres. De quoi séduire un nouveau public et perpétuer le savoir-faire des tresseuses de paniers des villages sénégalais. Je suis déçu, pas pour moi-même, mais surtout en général. On est bien concentré, le groupe était vraiment focus sur le CAN. Alors, ce sont 3 matchs très importants pour nous, pour le Cameroun. Et à un certain moment, ça tombe et c'est complètement quelque chose de différent. C'est illégal aussi. Je ne pense pas que le loi ne permet pas de le faire ça. Et on était étonnés, bien sûr, on était surpris.